Après ma formation d'orthophoniste à Tours, j'ai commencé par un DEA, donc à Paris 5, c'était avec Madame Salazar-Arvig. Par la suite, j'ai fait une thèse qui était en co-tutelle avec Neuchâtel. J'ai commencé à collaborer également avec l'Institut d'orthophonie de Neuchâtel et donner des séminaires et à être assistant aussi dans l'école d'orthophonie de Neuchâtel. Par la suite, en fait, j'ai commencé à travailler dans le milieu de la déficience intellectuelle et c'est là où j'ai commencé à être confronté au PSA et à m'intéresser largement aux questions de communication, aux questions de communication alternative et améliorée, et aux différents supports qui peuvent être mis en place pour rendre accessible la communication à cette population. Mon activité principale, c'est donc la déficience intellectuelle pour une population d'enfants. Donc là, j'interviens à Fribourg dans une institution qui s'appelle le Home École Roman, qui appartient à la Fondation des Buissonnets. J'interviens également chez l'adulte, alors avec un tout petit pourcentage. Là, je fais principalement supervision d'équipe, mais également un peu d'intervention directe. C'est dans une institution qui s'appelle la Cité du Jeune Ouvrier, qui appartient à la Fondation Ebenezer. Et j'ai une charge d'enseignement à l'Université de Neuchâtel, donc l'Institut des sciences logopédiques. Et là, j'anime le cours de orthophonie et déficience intellectuelle. C'est vraiment un travail collaboratif. J'aime bien parler de transdisciplinarité. Il y a la partie du travail qui est séance individuelle, et en fait, il y a la partie du travail d'accompagnement parental, d'accompagnement familial et d'accompagnement des équipes. On déploie les moyens, les modalités dont on dispose au quotidien. Et puis, c'est ça qui fait que la personne, progressivement, va sur le chemin et intègre dans le contexte différents mots. Et puis, si par chance, c'est des contextes assez routinisés, et dans le cas des TSA, des interventions qui sont souvent routinisées, c'est ce qui permet justement l'entrée dans la communication, l'entrée dans l'acquisition de plus en plus de mots au travers des différentes modalités qui sont proposées aux personnes. L'évaluation déjà de la communication en contexte, comment les enfants ou les adultes sont capables de communiquer, comment ils peuvent initier la communication, est-ce qu'ils sont capables de répondre à leurs partenaires de communication. Au cours de cette évaluation, on va mettre en place un certain type d'outils, parmi lesquels les pictogrammes avec le système PEX par exemple, le classeur code. Après, il y a des moyens de haute technologie, des applications numériques. Ce qui est intéressant en fait avec ces outils-là, c'est tout le travail aussi d'accompagnement des équipes. On a souvent des expertises diverses, et puis on a souvent aussi besoin d'expertise, par exemple des ergothérapeutes, sur les aspects moteurs, sur les questions aussi d'aménagement de l'outil. Je pense aux personnes qui seraient éventuellement en fauteuil roulant. Donc, comment on fait pour rendre accessible l'appareil de communication, l'installer sur le fauteuil. On développe chez l'enfant ou chez l'adulte une compétence, mais ce qui nous intéresse, en fait, c'est pas nécessairement que cette compétence elle se déploie uniquement dans notre bureau d'orthophoniste, évidemment. On veut qu'elle soit aussi déployée, qu'elle soit généralisée dans les différents contextes sociaux de la personne. Donc là, ça suppose encore une fois un accompagnement des professionnels, et puis si on pense aux enfants, mais aussi pour les adultes, aussi un accompagnement des parents, par exemple pour les enfants, ou de l'environnement social de la personne. Déjà, ce qu'on appelle l'outil gestuel, c'est peut-être d'utiliser des gestes. Donc, on s'adresse à la personne PSA et puis on accompagne certains mots de gestes. Une deuxième modalité, c'est de commencer par le pictogramme avec le système PEX. C'est de baser son travail sur la motivation. Si on regarde la définition de PSA, il y a une difficulté liée à l'intérêt social. Par contre, il y aurait un intérêt à obtenir quelque chose. L'enfant développe un comportement qui est donné un pictogramme pour obtenir quelque chose. Donc, on travaille un peu cette initiation de la communication. On peut aussi déployer une autre approche dans le même temps, qui serait toujours autour de la modélisation, dont je vous parlais tout à l'heure avec ce geste, mais la modélisation par le pictogramme. Donc, il y a un système qui s'appelle le POD. On a un certain nombre de pages. Et puis, si je peux vous montrer, c'est pas du tout le POD là, mais c'est pour vous donner une idée, un espèce de tableau. Ça sera un classeur avec plusieurs pages comme ça. Et en fait, on va accompagner notre parole en pointant différents éléments. On passe de page en page. Et l'idée, évidemment, c'est qu'à un moment donné, la personne, enfant ou adulte, commence à pointer le pictogramme pour rentrer dans les choses. Plusieurs fonctions de communication peuvent être entraînées et travaillées. Pas seulement la demande, mais le fait de dire j'aime beaucoup ça, je suis content. Travailler des choses du genre je suis dans une activité de manipulation, je prends, je mets, je fais tomber. On a maintenant des outils technologiques qui permettent de comporter beaucoup de vocabulaire sur des applications.
qu'on appelle des téléthèses. On a la possibilité d'avoir une navigation entre plusieurs niveaux et qui donne accès à du vocabulaire varié, du vocabulaire de base qui fonctionne dans différents contextes, du vocabulaire spécifique qui serait vraiment, par exemple, les animaux, les outils, les ustensiles de cuisine. Ça me permet d'avoir une accessibilité facilitée et finalement un espace assez limité, mais finalement une quantité assez importante de vocabulaire. C'est pas non seulement de connaître, c'est éventuellement de les utiliser dans une optique de ce qu'on appelle la modélisation. Je suis verbal, si je suis en interaction avec une personne TSA qui utilise ce type de moyens de communication, évidemment je suis verbal et je vais continuer à parler. Je devrais aussi également potentiellement utiliser sa modalité de communication pour rendre accessible peut-être ma parole déjà, pour accompagner la compréhension de la personne de ce que je suis en train de dire, et aussi sur un autre niveau pour l'enfant, mais pour l'adulte également, de montrer que moi aussi, je peux être amené à communiquer avec ce type d'outil. Une première façon d'intervenir, c'est à l'intérieur de l'institution déjà. Il n'y a pas que des moments pédagogiques ou des moments thérapeutiques ou de rééducation, il y a tous les moments de vie de la personne. Notre approche pour avoir accès à ce qui se passe dans le milieu familial, c'est l'accompagnement. Dans certains cas, les parents peuvent prendre des vidéos de certaines situations à la maison, et puis ça peut être retravaillé pendant une rencontre avec eux, puis de travailler sur ces vidéos-là, justement dans une approche d'accompagnement familial, et puis sur la base d'interaction. Après, il y a la possibilité de faire des domiciles. Je le fais pour une famille, on implémente une tablette, et on travaille justement sur la façon d'induire l'utilisation de ce moyen de communication dans le quotidien.